Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Serex. Bonjour Benoît Serex. Bonjour. Alors, vous êtes bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, mais vous êtes aussi chef de groupe CDH au Parlement bruxellois. Et on va d'abord parler du Parlement avec ce conflit d'intérêts. C'était mercredi, le Parlement flamand a voté un conflit d'intérêts en ce qui concerne le projet de décumul intégral qui a déjà été voté une première fois au Parlement bruxellois, mais il n'avait pas obtenu les majorités dans les deux communautés linguistiques, donc il sera sans doute voté une seconde fois. Mais cette adoption est remise donc maintenant de 120 jours après les communales. Est-ce qu'on peut mettre tout le monde d'accord dans les 120 jours ou bien est-ce qu'on ira à l'épreuve de force, Benoît Serex? Je l'espère qu'on va profiter de cette période pour essayer de dialoguer. Je trouve que ce pays se meurt du fait qu'on ne s'entend pas, qu'on ne s'écoute plus entre les communautés. Moi, je suis totalement favorable au décumul. Nous l'avons d'ailleurs voté. On souhaite aller plus loin que le décumul et réduire aussi le nombre de mandataires ici à Bruxelles. On considère qu'on est vraiment trop nombreux. Je m'appliquerai personnellement ce décumul lors des prochaines élections. Je ne serai d'ailleurs même pas candidat aux élections régionales et fédérales parce qu'il ne s'agit pas de tromper non plus l'électeur en se présentant et puis en démissionnant. J'espère que d'autres, dans toutes les autres formations politiques, feront exactement la même chose. Mais j'espère maintenant qu'on va profiter de cette période, même si je regrette ce conflit d'intérêts entamé par le Parlement flamand, mais pour essayer de trouver des solutions, pour dialoguer. Vous savez, la région bruxelloise, ça a toujours été un équilibre difficile depuis sa création en 1989. Entre francophones et flamands, on a toujours trouver des solutions, essayons d'en trouver cette fois-ci également. Mais ce serait quoi une piste? Parce que Charles Piquet en avait proposé, elles ont été balayées. Est-ce que vous avez une piste qui pourrait convaincre CDNV et VLD de voter avec vous? Je dirais que ce n'est pas à moi qu'il appartient de mettre des pistes sur la table. Il y a le président du Parlement qui devrait peut-être prendre des initiatives. On peut en discuter aussi au sein du gouvernement. Maintenant, dans le dialogue entre les parlements, entre le Parlement de la région et celui de la région flamande, pour essayer de trouver des pistes de solutions. Je pense qu'il faut, et on n'a pas encore sans doute assez dialogué parce que, attention tout de même à mettre les institutions bruxelloises en péril. On n'a jamais imposer d'une communauté à l'autre un vote et donc il faut éviter qu'à un moment donné on franchisse sans doute cette ligne qui était une ligne particulièrement délicate, même si sur le fond du dossier, à savoir le décumul, on doit rester intransigeant. Mais ici on a l'impression que c'est un conflit qui vient maintenant entre régions et plus du tout entre communautés au sein d'une même région. Le conflit, il existe quand même entre francophones et flamands à l'intérieur de la région bruxelloise. Ça part de là. Et maintenant, le Parlement flamand s'est emparé de ce conflit. Ça démontre... Donc c'est sérieux quand même. Clairement. Et ce qui est ennuyeux aussi, c'est que maintenant, c'est un autre Parlement, une autre région qui vient s'insérer dans les affaires bruxelloises. Et quand on sait ô combien certains, du côté de la région flamande, et même à Bruxelles d'ailleurs, je pense particulièrement à la NVA, nient l'existence de la région bruxelloise. Ils ne considèrent pas que Bruxelles est une troisième région à part entière. Je trouve que ce n'est pas un bon signal. C'est-à-dire on leur a donné finalement une possibilité de nous taper dessus? Ils ont évidemment profité de cette occasion pour s'emparer de ce dossier et de nouveau se mêler des affaires de la région bruxelloise. J'aurais préféré qu'on se donne peut-être un peu de temps entre bruxellois, francophones et flamands, comme on l'a fait par le passé pour essayer de trouver des solutions entre nous. Alors j'ai un autre cas ici de gros dossier où on ne sait pas vers où on va. C'est le stade Roi-Baudouin. Alors, depuis Buenos Aires, Didier Reynders a dit qu'il y aurait moyen de faire un stade Roi-Baudouin rénové et qu'on pourrait l'inclure dans le projet Néo. Et il en a parlé avec la ville de Bruxelles, avec différents acteurs du dossier. Il est responsable de Belliris, il est candidat à devenir ministre-président en 2019. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. La première, enfin un peu de bon sens dans ce dossier. La deuxième, cela va dénaturer le projet Néo. Et enfin, a-t-on vraiment besoin d'un grand stade? Je dirais c'est un peu de bon sens dans ce dossier, puisque c'est ce que Bertin Mampaka, au nom du CDH, défend depuis 2006. Donc c'est la thèse du CDH. Ça a été la thèse portée par le CDH, et nous avons toujours dit, et reprenez mes interviews précédentes,
que la construction d'un stade sur le parking C, c'était la chronique d'une mort annoncée. À partir du moment où on acceptait d'aller s'installer en région flamande, on savait qu'on allait avoir des problèmes pour obtenir les autorisations. Et aujourd'hui, c'est un échec considérable, puisqu'on a perdu énormément de temps, 5 ans. On a perdu l'organisation du championnat d'Europe, on a perdu beaucoup de crédit dans l'organisation de manifestations sportives. Et j'ai envie de dire à M. Renders, mais est-ce qu'il se parle de temps en temps avec M. Courtois, échevin à la ville de Bruxelles, qui a été le porteur du dossier sur le parking C pendant toutes ces années, et qui est aujourd'hui face à un échec? Enfin, c'est la région aussi face à un échec. Et vous êtes dans la majorité. Alors, vous connaissez le point de vue que j'ai toujours défendu personnellement dans ce dossier. C'est vrai que M. Van Engel, avec M. Courtois, ont porté ce dossier, mais on doit bien constater aujourd'hui que cet échec est mat et qu'on doit s'orienter vers, sans doute, soit la reconstruction in situ, soit à l'époque, on avait aussi examiné d'autres possibilités sur le territoire de la région bruxelloise. Je pense à Scarbeck Formation, où il y a eu des études qui ont été effectuées à l'époque. Mais donc, c'est une idée qui peut tout à fait avoir votre soutien. On en parle depuis 10 ans. Alors, survol, encore un dossier dont on parle depuis pas mal d'années. Alors, vous avez, en tant que bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, vous avez emboîté le pas à la région pour attaquer l'État fédéral en justice. Vous attendez en fait une clarification sur les normes de vent qui ne sont toujours pas venues. Mais est-ce que vous croyez que la justice est vraiment la solution de ce problème? Est-ce que c'est par la justice qu'on va solutionner le problème du survol? Je voudrais d'abord vous dire que la situation, elle est infernale aujourd'hui sur le territoire de ma commune. En atterrissage sur la piste 01, c'est une véritable autoroute. En décollage, on a un décollage sur 2 depuis Zaventem qui survole Woluwe-Saint-Pierre. En termes de qualité de vie, ce n'est plus possible. On se rend bien compte que le dialogue politique n'existe pas. Monsieur Belot ne consulte pas la région bruxelloise, Monsieur Belot ne rencontre pas les communes, Monsieur Belot n'exécute pas les décisions de justice. Et donc, la seule solution que nous avons trouvée, c'est de retourner devant le juge qui nous avait octroyé une bonne décision en juillet 2017, avec la nécessité de faire une étude d'incidence, qui n'est toujours pas là. Elle est lancée, l'étude d'incidence. Oui, mais elle devait être prête pour juillet 2018. Ça, c'est la décision du juge. Est-ce qu'elle sera prête pour juillet 2018 ? Non. Qui interdisait toutes les infractions aux normes de bruit de la région bruxelloise. Moi, aujourd'hui, en atterrissage, la nuit, sur la piste 01, 95% des avions sont en infraction. Et donc, ce que nous allons demander au juge, c'est maintenant d'assortir ces décisions d'astreinte. Je pense que c'est le seul langage que le fédéral peut encore comprendre aujourd'hui. Parce que je vous demandais si la justice pouvait trouver des solutions, parce que la justice, parfois, elle peut venir dans des solutions qui ne vont pas du tout vous arranger. On le voit dans ce qu'on appelle le Noordtraan, où là, ils ont donné raison aux gens du nord de Bruxelles. Et là, c'est vos collègues de l'Est, mais dans la périphérie bruxelloise, je pense à Wezenbeek-Opham, qui ne sont pas contents non plus. Alors, est-ce que vraiment, si on laisse tout ça aux mains de la justice, on va mieux s'en sortir ? Si vous prenez un peu de distance par rapport à tout ça. Alors, c'est vrai que cette décision concernant le Noordtraan est tout à fait particulière et j'espère d'ailleurs que M. Belot va interjeter appel de cette décision puisque c'est une immixtion dans le pouvoir exécutif et dans le pouvoir législatif. Ça, j'ai très rarement vu de la part d'un magistrat. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on doit bien constater la carence du politique à trouver une solution durable dans le cadre de ce dossier. Et qu'a fait M. Belot depuis 5 ans pour faire évoluer... Il n'est pas là depuis 5 ans. Non, il y avait Mme Galland, mais qu'a fait Mme Galland et qu'a fait M. Belot par la suite. Mais rien. Donc aujourd'hui, la seule voie pour nous, pour défendre nos concitoyens, c'est cette voie judiciaire. Alors, parlons de la commune, puisqu'on parlait déjà des survols de Woluwe-Saint-Pierre, mais maintenant, parlons de la commune et de la transparence dans la commune. Depuis les affaires Publifin et Samus Social, la transparence est de mise un peu partout, et notamment dans les communes. Il y a une association qui suit particulièrement bien ce qui se passe dans les communes, elle s'appelle Transparencia, et elle suit la transparence des mandats, des activités communales, et incite un peu toutes les communes à présenter sur leur site internet toutes ces informations-là. Alors, vous avez reçu cette semaine de la part de cette association le prix d'Ardvador, c'est-à-dire le symbole du manque de transparence, mais vous plaignez d'être malmené par cette association. En quoi vous trouvez qu'ils exagèrent ?
Ouais, d'abord, c'est tout à fait ridicule. Allez voir sur notre site internet communal l'onglet transparence et vous verrez toutes les rémunérations, tous les mandats dérivés, tous les marchés publics passés par la commune. Donc j'invite vos téléspectateurs à aller consulter et se faire une religion eux-mêmes. Deux, il y a un certain nombre de principes que je n'outrepasserai pas. Celui du respect de la vie privée, lorsqu'on demande des renseignements qui touchent à la vie privée des personnes, ça, vous savez, il y a dans ce pays une commission de protection de la vie privée, je respecterai ces prescrits. Et d'autre part, tout ce qui touche à la sécurité. Si demain, on me demande les plans d'évacuation de nos écoles, je ne les donnerai pas. Vous savez quels sont les mois que nous avons vécus et les menaces en termes de sécurité. Il y a des choses qui, au nom de la sécurité, ne doivent pas, et tout le monde peut comprendre ça, être rendues publiques. Il faut garder un équilibre entre responsabilité et transparence exagérée. Transparence totale, oui, bien évidemment, mais avec les limites du respect de la vie privée et de la sécurité. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été malmené? Parce que je trouve que les méthodes utilisées par certains au nom de la transparence, sont tout à fait inacceptables. J'ai eu affaire à quelqu'un qui s'est prétendu être un journaliste pour obtenir des informations, qui a enregistré des conversations à mon insu. Pour des gens qui prônent la transparence, vous conviendrez que les méthodes sont un peu particulières, et j'entends vraiment que la vérité sorte de ce dossier, parce que ça, je peux accepter énormément de choses, mais pas qu'on outrepasse un certain nombre de réglementations. Parler d'un enregistrement, d'une conversation avec un journaliste, il y a des choses à cacher dans cet enregistrement? Non, cet enregistrement peut être public, mais moi j'ai pour principe que vous pour principe, lorsqu'on enregistre une conversation, on l'annonce à son interlocuteur et on ne le fait pas en cachette, comme ça a été fait en l'espèce. Cette conversation peut être produite. Alors vous avez présenté votre liste à Bourgmestre, votre liste du bourgmestre, pardon, à Woluwe-Saint-Pierre. C'est une liste bilingue, donc avec des éléments du CDNV, des indépendants. On n'y verra plus le président du conseil communal. Non, alors on a... Il n'y sera plus, pourquoi Alors on a une super liste, oui, c'est vrai, très diverse, très internationale, avec des centristes, avec des libéraux et indépendants, avec toute une série de personnes de la société civile qui acceptent de s'impliquer pour notre projet à Woluwe-Saint-Pierre. Alors, Francis Delperrey, qui était président de notre conseil communal, a décidé de s'appliquer à lui-même le principe du non-cumul, du décumul, puisque vous savez qu'il est parlementaire au niveau fédéral, et de prendre sa retraite au niveau communal. Et donc l'idée, c'est quand même d'un peu rénover les cadres de ce genre de liste. Si demain, vous êtes encore bourgmestre, est-ce que ce sera avec le même type de collège ou bien ce sera purement renouvelé? Non, l'idée c'est aussi de donner la possibilité à une jeune génération de pouvoir mener les affaires à Woluwe-Saint-Pierre. J'ai d'ailleurs dit moi-même que je ne serais pas candidat ad vitam aeternam à des mandats de bourgmestre. Je trouve que 2 mandats, c'est une bonne durée et je pense que j'aurai l'occasion de le faire avec une équipe rajeunie. Merci Benoît Serex. Demain, Stéphanie Meyer recevra Rudy Vervoort. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.